Pascal à l'infirmerie. McCoy à l'intérieur. Prof, Oui, capitaine. j'ai quelque chose à vous dire. I'm talking about you. I'm talking about me. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, dans cette émission produite par In the Mood for la version française, nous allons nous consacrer à la lecture de l'œuvre notable de l'auteur Howard Weinstein. Vous le connaissez peut-être par des titres tels que Le Pacte de la Couronne, qui marqua le début des romans Star Trek en 1993, ou L'Homme Parfait, sorti en 1999. Il fut le plus jeune scénariste travaillant sur Star Trek. I'm standing here wondering. If a man tells another man, out of my way, he piles up trouble for himself all day. But all kinds of trouble come to an end when a man tells another man, be my friend, my friend. Je vous propose ici plutôt une plongée dans son roman Le règne des profondeurs, qui relate les péripéties de Jim Tiberius Kirk, Leonard McCoy et bien entendu le célèbre Spock qu'il ne faut plus présenter. Chef-d'œuvre de la littérature, je vous propose de vous laisser emporter par cette prose et à voyager à bord de l'Enterprise. Le règne des profondeurs nous raconte comment l'Enterprise se rendit à Akala, une planète essentiellement aquatique, pour effectuer une mission d'évaluation scientifique. Malgré les quelques susceptibilités qui existent au sein du groupe de chercheurs, tout cela ne semble pas très inquiétant. Cependant, ce que nos explorateurs de l'espace ignorent, c'est que les océans d'Akala dissimulent de très curieuses choses. De celles, par exemple, qui modifient toutes les idées qu'un peuple peut se faire de lui-même. Nous espérons que cette mise en bouche a retenu votre attention, car en restant avec nous, vous allez vous retrouver plongé au cœur d'un conflit à la fois écologique, politique et philosophique. Ainsi, commençons, si vous le voulez bien, par le tout premier chapitre. Well, what's it going to be? There's a mild white emptiness between you and me. Can't reach across it, hardly even see. Someone ought to take a step one way or other. Let's say goodbye, or let's say brother. Brother. Star Trek, le règne des profondeurs. Note de l'historien. Cette aventure de l'Enterprise et de son équipage se situe entre les événements relatés dans Star Trek, le film, et ceux que raconte le deuxième volet de la saga cinématographique à la recherche de Spock. Grâce à ce témoignage récemment découvert par les documentalistes de la Fédération, une période mal connue de la carrière de James Tiberius Kirk est enfin portée à la connaissance des jeunes générations. Chapitre 1er. Où sont passés ces foutus flics ? Le docteur Cynthia McPhillips hachait ses mots avec une rage à peine contenue. Elle passa la main de ses cheveux noirs, aux mèches rebelles, le regard perdu dans le lointain. La brume voilait la grande baie vitrée de l'avant-poste scientifique de la Fédération sur Akala. L'air ironique, le docteur Naoroki rejoignit Cynthia à la fenêtre. « Des flics » répéta l'extraterrestre, haut de 2 mètres, terme inhabituel, néologisme, expression familière peut-être. Ses yeux composites ambrés sillèrent, interrogateur. Il lissa sa peau duveteuse bleu-vert. Un vieux terme terrien pour désigner la police ou les forces de la sécurité. Ah, à comprendre, dit Naoroki, d'une voix flûtée, incongrue pour un être de sa taille.
Assistance sûrement, nécessaire pour notre retour au bercail. La porte s'ouvrit sur le docteur Enzo Piretti, le 3e membre de l'équipage. Il ôta son imperméable, attrapa une serviette pour sécher ses cheveux et sa barbe, dont la blancheur contrastait avec sa peau aux hâles prononcées. Mac Phillips lui enviait ce teint essentiellement dû à ses gènes méditerranéens. Les coups de soleil étaient inconnus sur Akala. Elle était lasse de voir chaque matin sa mine blafarde dans le miroir. Ayant son compte de cheveux frisés par l'humidité, elle rêvait d'une prochaine mission en plein désert. « Et rien d'intéressant dans les données, Enzo ?»« Si, chef, grosse surprise, il pleut. »« Merci, je n'avais pas remarqué. Depuis que nous sommes ici, il a plu 389 jours sur 403. » « Mais qui s'en soucie ?»« C'est des nouvelles de l'arrière, » dit Peretti. « Quoi de neuf sur le front ?»« Voyez vous-même, » répondit Mac Phillips, dégoûté, désignant d'un geste la glace imbuée. Peretti avança. Une centaine d'Acaliens s'étaient postés sur le massif brise-lames qui protégeait la bande côtière des hautes vagues et du Ressac. Ils obstruaient le sentier menant de la station scientifique au port où étaient amarrés les bateaux à propulsion. De nombreuses pancartes invitaient les chercheurs de la Fédération à quitter la planète dans les plus brefs délais. Elles condamnaient les étrangers pour leurs péchés ou leur annonçaient le fâcheux destin qui les attendait s'ils s'attardaient dans un monde qui ne voulait pas d'eux. Les prestataires, sans pancarte, brandissaient les poings hostiles avec une rage croissante. Piretti siffla. Ça empire de jour en jour. Naoruki approuva solennellement. Première fois que notre départ est empêché. C'est pourquoi j'ai appelé la garde. Je veux qu'on nous protège officiellement, jusqu'à l'arrivée de l'Enterprise, dit Mac Phillips. Alors, où sont nos gentils gardes ? Demanda Piretti. Du diable si je le sais. J'ai appelé 2 fois. S'il n'y a toujours rien dans 5 minutes, je vais rappeler. Je sens que ça m'énerve. Elle se mit à faire les 100 pas devant la fenêtre, gardant toujours un œil sur les manifestants. Piretti s'installa à son bureau. Belle équipe. Un Italien de 70 ans, descendant d'empereur romain, intervient Cynthia McPhillips. Et je jure que c'est la vérité. Ouais. Un type bleu-vert de 2 mètres de haut venu de Ranica 3 et une écologiste qui a passé sa première année à batailler contre les autorités agniennes du matin au soir, acheva Piretti. Et qu'avons-nous accompli en 403 jours ? Survie, dit Naoruki, avec une triste ironie. C'est juste, convint Piretti. Aucune raison d'avoir honte, dit Mac Phillips. Nous aurions fait bien plus si ce fichu gouvernement ne nous avait pas muselés. Cela sera-t-il suffisant que l'Enterprise arrivera pour évaluer nos travaux ? Obtiendrons-nous une prolongation de mission ou serons-nous ramenés chez nous, manu militari ? Il vaudrait peut-être mieux rentrer avec le vaisseau, considérant... Piretti désigna la foule d'un geste brusque. « Sacré bon sang, Enzo !» s'exclama le Mac Phillips, frustré. « On est si près d'avoir la preuve de l'existence de cette nouvelle forme de vie. Je sais que nous ne sommes pas là pour ça, mais c'est tellement stimulant. Je détesterais devoir renoncer à cette prise. »« Tu sais ce qui me tue, Cynthia ?» dit Piretti. « Pourquoi les savants acaliens et les étudiants du collégium ne détestent-ils à ce point ?» Naoruki leva un doigt bleu-vert. « Spéculation probable, désinformation gouvernementale. On ne peut guère le nier, dit Mac Phillips. Qui a pu souffler aux gens du collégium l'idée que nous conspirons avec le gouvernement contre eux ? Dans un monde où les autorités ont la main mise sur les moyens de communication et nous interdisent tout échange avec les savants indigènes, la réponse est facile. Bon sang, si seulement nous avions pu travailler ensemble. Le temps, le gouvernement, le temps... Ça ne me manquera pas, dit Piretti. Nao, dis-nous encore quel temps il fait sur ta planète, demanda Mac Phillips. L'imposant extraterrestre ferma un instant les yeux, s'offrant le luxe d'une escapade imaginaire. Choix éternel, nous modulons entièrement les données météorologiques. Enzo éclata de rire. C'est décidé, ma première destination, c'est Ramnica 3, aussitôt que l'Enterprise nous aura sortis de là.
Si nous n'étions pas isolés depuis si longtemps, son sourire s'estompa. Cynthia McPhillips écarquilla les yeux, feignant la surprise. « Quoi ? Mais le bureau du Publicain nous a assuré que tous nos messages étaient transmis au conseil scientifique de la Fédération par les canaux subspatiaux du gouvernement. Ils jurent avoir relayé tous nos messages. Tu n'y crois pas ?» Enzo Piretti grommela en italien. McPhillips aurait aimé comprendre, mais le ton suffisait à rendre compte de ses sentiments sur la question. « Nous n'aurions jamais dû les laisser nous empêcher d'émettre, » dit-il. « Choix négatif en la matière, dit Naoruki. Une expression familière existe sur Amnica. Je la trouve appropriée. » Les autres attendirent quelques instants qu'il partage avec eux cette maxime ranicane. Il se passa une langue fourchue sur les lèvres, un tic signifiant qu'il réfléchissait. « Alors, l'encouragea Piretti, vas-tu te décider ? Cela voudra-t-il dire quelque chose ou rien du tout comme la plupart de tes bons mots ? Ceci est cause d'hésitation. Tentez une traduction la plus applicable possible. » Il inspira profondément. « Quand le masting dit « Ne t'inquiète pas, je ne veux pas te consommer de suite. Inquiète-toi. » Oh, le masting est comme votre légendaire dragon. Existence toutefois confirmée. Moyennement approprié, dit McPhillips. Mais tu as fait de gros problèmes en standard, Nao. Appréciation parfaite, sourit l'extraterrestre à la peau duveteuse. Eh bien, dit McPhillips, il ne te reste plus que 2 jours pour te perfectionner, du moins si l'Enterprise arrive à temps. Le saurions-nous si ce n'était pas le cas, dit Enzo. J'en doute. McPhillips s'accouda au rebord de la fenêtre, admirant le clair-obscur du ciel acalien. Un chef-d'œuvre de la nature dont la palette grise allait de l'éclatant à l'argenté. Vous savez, cette planète est vraiment belle malgré tout. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Les 5 minutes sont écoulées. Je rappelle le bureau de la garde. Cindy, arrivez, dit Naoruki. Là-bas, sur la lagune, 2 vedettes garde-côtes fonçaient vers les docks dans le prolongement du brise-lames, leurs phares découpant la lumière crépusculaire et leurs haut-parleurs intimant l'ordre aux protestataires de s'écarter. La manifestation se dispersa lentement. Quelques minutes plus tard, un garde en combinaison et casque gris se présenta au labo. Cynthia l'accueillit d'un grognement irrité. « Il était temps, ça fait 1 heure que nous sommes assiégés. J'ai dû demander de l'aide à 2 reprises. Nous sommes des représentants de la Fédération des Planètes Unies, dont Akala est membre. J'attends une protection plus efficace durant notre séjour. » Le garde écouta poliment avant de répondre au moyen du micro intégré à son casque. « La seule façon de vous assurer une protection efficace est de vous placer en maison d'arrêt dans les quartiers de haute sécurité. » « Vous voulez dire une prison, dit Piretti. J'ai le sentiment que votre publicain aimerait beaucoup ça, et pas pour nous protéger. Je ne suis pas un chien policier, ni un magistrat, ou un haut seigneur du Sinoc continental, répondit l'homme. Je fais mon travail, c'est tout. Si vous êtes prêts, nous vous escorterons au complexe résidentiel. Le docteur McPhillips jeta un coup d'œil à ses amis. Nous sommes prêts. Ils descendirent un escalier métallique en colimaçon et sortirent. J'espère que l'Enterprise nous retrouvera vite, parce que ça se gâte, souffla Enzo Piretti à ses collègues. Très bien, Soulou. Qui est donc le seul amour de votre vie ? Demanda le lieutenant Seina Meibri.
Avec ses grandes oreilles de renard et ses yeux gris plissés, d'où avait momentanément disparu toute innocence, elle fixait d'un air suspicieux le lieutenant-commandeur Hikaru Sulu, pilote du vaisseau Enterprise. Elle se demandait s'il ne l'avait pas menée en bateau depuis le début du déjeuner. Tournant un instant la tête pour regarder le vide de l'espace par la baie d'observation, elle manqua le sourire qui vient ourler les lèvres de l'Asiatique. « Ah, impatiente jeunesse !» soupira Sulu, philosophe. Quand elle le regarda de nouveau, il avait repris son air impassible. « Oh, je ne suis pas si jeune, et je parie qu'il n'y a jamais eu de grand amour. Quand votre frère, Saiji, m'a écrit pour me prier de veiller sur vous, il ne m'a pas dit que vous étiez un monstre de cynisme. » Les sveltes épaules de Maubry et ses grandes oreilles retombèrent à l'unisson. « Oh, ne jouez pas les chiens battus, Sulu. Vous êtes trop vieux pour vous en tirer comme ça. Laissez tomber, ça ne marche pas avec moi. Et puis, vous savez bien que je ne supporte pas de vous voir malheureux. » Ça avait marché. Il sourit. « Alors, voulez-vous entendre cette triste histoire ? » ?»« Non. Voulez-vous au moins connaître son nom ? » Elle hésita et ne dit rien. Sulu sauta sur l'occasion. « Eh bien, d'accord, si vous ne voulez vraiment pas. Dites-moi son nom, » chuchota Maubry. « Eh bien... » Elle tapa du pied. Sa peau, normalement rose, vira au cramoisi, un effet classique du stress chez les héritiens. Sulu baissa la tête. Elle inclina la sienne pour voir s'il dissimulait un sourire narquois. « Chocolat, » dit-il sereinement. Maubry s'ébroua comme un chiot dérouté. « L'amour de votre vie est une substance alimentaire ? Mon frère m'avait prévenu que les terriens étaient étranges, mais... » Sulu éclata d'un rire retentissant qui interrompit les conversations des autres membres de l'équipage. Le rire copyright Sulu était aussi contagieux que la fièvre de Rigel, avec des conséquences bien plus plaisantes. Des sourires fleurirent sur tous les visages. Sulu maîtrisa son hilarité. Maubry redevint rose et ses oreilles retrouvèrent de l'aplomb. Ses cheveux soyeux voltèrent. Une substance alimentaire. De l'ambroisie solidifiée, rectifia Sulu. On s'en passe sur Iratia, dit-elle avec un haussement d'épaules. Vous n'en avez pas ? S'exclama-t-il. Il faut y remédier. Il prit un ton de conspirateur, sortant de sous sa tunique un petit paquet qu'il défit avec grand soin. Il se trouve que j'ai une réserve secrète du meilleur chocolat de toute la galaxie. Il provient de Soratoa 4. Ne le dites à personne. Il jeta un œil à la ronde, feignant de repérer d'éventuels espions, puis lui tendit un morceau. « Ne le mastiquez pas, savourez-le. » Elle obéit. Ensuite, elle le regarda sans la moindre expression. « Alors ?»« J'imagine que c'est une question de palais, » éluda-t-elle, dubitative. « Et cette histoire triste ?» Je disais la vérité. L'histoire triste, c'est qu'aimant le chocolat plus que la vie, j'étais plutôt joufflu. Étant gosse, on me donnait 2 surnoms. Hikaru la barrique et Sulu le ventripotent. Ce n'est plus le cas, rit-elle. Que s'est-il passé ? Les gosses humains sont cruels. J'étais trop fière pour supporter ça. Je me suis mis au sport pour prouver ma valeur. Je me suis révélé un crack en escrime et en athlétisme, avec un impact très net sur les filles. Et j'ai perdu beaucoup de poids. Plus de Sulu le ventripotent. Ses lèvres délicates se plissèrent. Tous les terriens sont-ils étranges à ce point ? Pas plus que les irritiants, sourit Sulu. Votre frère m'a dit que cela venait de votre environnement désertique. J'ai reçu un appel de lui la semaine dernière. Il est affecté sur la base martienne et il vous salue. Il apprécie vraiment que vous soyez un substitut de grand frère pour moi. Moi aussi. Sulu écarta les mains. Les amis sont là pour ça. Je n'ai plus vu Saiji depuis... Dieu, cela doit faire 5 ans. Se tournant vers la baie d'observation, il devint pensif. Dans la noirceur du cosmos, les étoiles dansaient comme des lumières sur une côte lointaine. C'est le mauvais côté de passer sa vie dans l'espace, à gambader dans la galaxie, à la vitesse de distorsion. Ce qu'on a laissé vous manque. Si on était sur la même planète, il ne serait qu'à un saut de navette. Compatissante, elle lui posa la main sur l'épaule. J'imagine que je suis trop nouvelle pour éprouver ce genre de sentiment.
2 mois avec tout à découvrir. C'est si excitant que je n'ai pas la tête à penser à autre chose. Après un silence gêné, elle se pourlécha les babines. Pourrais-je avoir un autre morceau de votre curieuse substance ? Les yeux de Soulou brillèrent comme ceux d'un missionnaire repérant une convertie en puissance. Ah, je savais que vous seriez mordu. Naturellement, c'est la démarche d'un bon scientifique. Refaire une expérience et comparer les résultats. L'intercom siffla. La voix mélodieuse d'Ouhura sortit du micro. Lieutenant Maybri, en salle de réunion s'il vous plaît. Maybri à l'inter, lieutenant Ouhara. De quoi s'agit-il ? Cela concerne votre ordre de mission sur Akalra. L'amiral Kirk voudrait discuter de la composition de l'équipe. Merci, dit-elle, le front soucieux. J'arrive. Soulou l'avait rejointe. Ne vous inquiétez pas, fit-il. Ses cheveux voltèrent, trahissant sa nervosité, et son épiderme fonça de nouveau. Je n'y peux rien. Je m'attends toujours à ce que l'amiral Kirk découvre que je n'aurais jamais dû être envoyé sur un vaisseau stellaire. Bien sûr que si, dit Soulou, entourant ses épaules d'un bras amical. Pour commencer, il y a très peu de biologistes qualifiés dès qu'il s'agit d'écosystèmes hors normes. Vous êtes parmi les meilleurs. Mais ce n'était qu'exercice scolaire et simulation d'ordinateur. Là, elle désigna les poussières de toile. Ce sont de véritables planètes. Et vous êtes une véritable biologiste. Un peu étrange, peut-être, mais bonne. Elle se força à sourire et ils s'engouffrèrent dans l'ascenseur. « Pont 6 » ordonna Soulou. L'appareil bourdonna et accéléra. « Akala est mon type de planète. 90% d'eau. Les mondes aquatiques sont les plus intéressants. » Comment une native d'une planète essentiellement composée de sable peut-elle s'intéresser à des mondes marins ? Le dépaysement, j'imagine. Les portes s'ouvrirent sur le pont 6. Soulou ? Oui ? Se mordillant les lèvres nerveusement, elle s'approcha de lui. Compris, dit-il d'un air complice. Vous aurez une barre de chocolat pour vous toute seule. Comment ? s'étrangla-t-elle. Comme je l'ai dit, mordu. Il partit à vive allure. Elle entendit tonner son rire breveté. Mordu, marmonna-t-elle, secouant la tête. Maybri manqua de heurter le docteur McCoy de plein fouet au détour d'un couloir. Elle bafouilla des excuses, cramoisie. McCoy lui adressa un sourire pour la rassurer. Pas de mal. Un vieux chirurgien de la flotte devrait savoir se ranger quand les jeunes officiers sont lâchés. Je pense que notre destination est la même. Vous savez, lieutenant, la façon de rougir de votre peau est inhabituelle. Son épiderme, qui virait de nouveau au rose normal, hésita à mi-chemin de la gamme chromatique. C'est un inconvénient majeur, bafouilla-t-elle. Que voulez-vous dire ? À moins que vous ne désiriez pas en parler ? Ils se remirent en route. Là n'est pas la question, soupira-t-elle. Mais aimeriez-vous que le monde sache que vous êtes stressé ou que votre corps réagit à un stimulus ? Je me fais l'impression d'un poisson néon de Spirion 7 et je me sens si différente de tous les autres membres de l'équipage. Professionnel, McCoy hocha la tête. Le ressentiez-vous sur Iritia ? Non, puisque tout le monde était comme moi. Eh bien, nous les humains pouvons repérer beaucoup de réactions chez nos interlocuteurs rien qu'en les regardant. C'est différent, dit Maybri lugubre. Peut-être pas tant que ça. Je peux détecter le stress chez n'importe quel humain, ou l'embarras, ou l'excitation. Je n'ai même pas besoin de mon tricodeur. La morosité de Maybri fit place à l'intérêt. Vraiment ? Comment ça ? Les rougeurs, les sueurs, des yeux fuyants, une respiration heurtée, les lèvres sèches, beaucoup de détails. Alors, vous voyez, vous n'êtes pas plus un livre ouvert que nous. Peut-être, sourit-elle, mais je voudrais ne pas m'empourprer si furieusement à chaque fois. Ils parvinrent à la salle de réunion. Tchekhov, Spock, l'ingénieur en chef Scott et l'amiral Kirk étaient déjà là. Kirk se racla la gorge. Allons droit au but. Starfleet nous a signifié un changement de mission. Une urgence sur Vestra 5 requiert notre assistance. Monsieur Spock ? L'officier scientifique vulcain inséra une disquette dans la console attenante à sa place. Une carte du système vestrien fut projetée sur l'écran mural.
Le système stellaire vestrien se situe dans le secteur R973. Il possède une seule planète habitée. Vestra 5 est un monde de classe M, avec un niveau de développement 7, de type A. Pour les non-ordinateurs ici présents, intervient McCoy, que direz-vous d'une petite traduction, Spock ? Spock haussa un soupçon de sourcil. Capacité de vol interstellaire rudimentaire, culture technologique avancée, société pacifique à l'heure actuelle. Vestra 5 n'appartient pas à la Fédération, mais les planètes membres proches commercent avec elle de façon conséquente. En fait, Vestra a par 2 fois été invitée à se joindre à la Fédération. Les négociations les plus récentes remontent à 11 mois solaires. « Qu'est-ce qui les fait hésiter ?» demanda Scott. « Il semblerait que les Vestriens soient indépendants, dit Kirk. Aucune alliance n'emporte tout à fait leur adhésion. Mais le vote était plus près de réussir la seconde fois. La Fédération pense que le 3e essai sera le bon. Ils veulent Vestra, voilà pourquoi notre mission est si importante. Spock, précisez l'urgence de la situation, je vous prie. » Des événements météorologiques aberrants ont entraîné une terrible sécheresse. Ce schéma persiste depuis 3 ans. Malgré des projets d'irrigation massive et des essais de modification des conditions météorologiques, les Vestriens n'ont pas été à même d'inverser la tendance. La production agricole diminue. McCoy se gratta le nez. En d'autres termes, la famine menace. Je crois que c'est ce que je viens de dire. Résultat, ils ont demandé à la Fédération une aide humanitaire. Spock activa un code, passant à la carte stellaire indiquant un trajet linéaire entre la position actuelle du vaisseau, la base stellaire 18, Vestra 5 et, comme point d'arrivée, le système acalien. Des graines à germination rapide spéciales pour le développement en milieu aride ont été mises au point. Des équipes de techniciens agricoles sont réunies sur la base stellaire 18. Notre trajectoire initiale nous faisait passer à près de 0,63 années-lumière de la base. Nous sommes quand même le vaisseau le plus proche et nous pouvons aisément modifier notre cap. Nous irons directement sur Vestra. Le lieutenant Maybry jeta un coup d'œil aux autres officiers, tous plus âgés qu'elle. Était-ce à elle de poser des questions ? Elle parla avant de laisser la timidité l'en dissuader. « Monsieur, qu'en est-il de notre mission sur Akala ? Les gens du Conseil des sciences ont besoin de cette évaluation. Ils doivent arrêter le prochain budget. Ils veulent savoir quel projet mérite un financement. Une fois à la base stellaire 18, M. Spock prendra une navette pour Akala, où il commencera le travail. L'Enterprise rejoindra l'équipe sitôt que nous en aurons fini avec Vestra 5. « Vous parlez d'équipe d'évaluation, monsieur, dit Maybry. J'aimerais me porter volontaire. » Désolé, lieutenant. Monsieur Spock sera accompagné d'un seul membre de l'équipage, Monsieur Tchekhov. Le jeune russe trahit une légère surprise. Merci, amiral. Je commençais à me demander ce que je faisais là. Pensiez-vous que j'allais ignorer votre désir de réintégrer le département scientifique ? Dit Kirk d'un ton amusé. Je n'étais pas sûr, monsieur. Tchekhov sortit sur le pas du Vulcain. Maybry sentit sa peau s'empourprer, mais elle ne dit rien. Puisqu'il en est question, pourquoi suis-je là, Jim ? demanda McCoy. Parce que je vais avoir besoin de vous sur Vestra, Bones. Récolte gâtée, irrigation, culture intensive, je suis médecin, pas ingénieur agricole. Nous connaissons mal la situation médicale. Il devrait y avoir du nouveau pour nous à la base 18. Bones, il faut réunir une équipe médicale pour travailler sur les services de santé locaux et combattre les effets de la malnutrition. Vous superviserez les opérations. Mon activité préférée, Jim. Je suis sûr qu'il y aura des tonnes de rapports. Désolé, c'est le tribut à payer de la bureaucratie. On a peut-être remplacé le papier, observa McCoy, résigné, mais on n'échappera jamais à la paperasserie. Scotty, dit Kirk, à vous d'aménager la zone de fret pour les fournitures et l'équipement. Une fois en orbite autour de Vestra, il faudra être efficace. Toutes les navettes seront en service. Nous téléporterons des hommes et du matériel partout sur la planète. J'ai besoin de vous pour organiser ça. Bien, monsieur. Comptez sur moi, dit l'ingénieur en se levant pour partir. McCoy se leva à son tour. Puis-je disposer, Jim ? Ou avez-vous en réserve une autre torture bureaucratique à infliger à un vieux médecin de campagne ? Dehors, Bones. Lieutenant, vous... Monsieur, dit-elle, lui coupant la parole, j'aimerais avoir un entretien privé avec vous, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Très bien, pourquoi pas maintenant ? D'un pas tranquille, McCoy alla rejoindre Scott.
Si quelqu'un a besoin de moi, je serai à l'infirmerie, à tailler mes crayons. Qu'est-ce qui vous tracasse, lieutenant ? Demanda Jim sitôt qu'ils furent seuls. L'équipe d'évaluation choisie pour se rendre sur Akala, monsieur. Mettriez-vous mon jugement en doute, lieutenant Maybury ? Demanda Kirk, pinçant les lèvres. Et voilà, c'est réussi, se dit-elle, sûre que sa peau prenait la teinte la plus sombre qu'elle eût jamais eue. Insulter l'amiral, je peux dire adieu à la moindre chance de travailler sur le terrain. Je vais être enfermée dans un labo jusqu'à ma retraite. Détendez-vous, dit Kirk, adouci, l'amusement brillant dans son regard noisette. J'éprouvais votre détermination, c'est tout. Vous êtes autorisé à douter du jugement d'un supérieur, tant que c'est pour une raison que vous jugez bonne. Vous n'avez pas de tendance à la mutinerie, n'est-ce pas ? Eh bien, monsieur, ce n'est pas que je mette en doute votre jugement, mais je m'y connais en écosystème de type acalien. J'ai beaucoup contribué à préparer les premières estimations, et je pense encore que ma place est là-bas, monsieur. Kirk se cala dans son siège, les bras croisés. Une autre chose que vous devriez savoir, lieutenant. Les officiers supérieurs n'ont de compte à rendre à personne sur leurs décisions. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de poser des questions. Parfois, vous aurez même une réponse. Aujourd'hui, par exemple. Tchekhov ira parce que son expérience est supérieure à la vôtre. Mon choix a été soigneusement pesé. Votre ami Soulou s'est assuré que je sache tout de votre brillant parcours académique. Maybury ferma les yeux, embarrassé. Je vais lui tordre le cou. N'en faites rien, sourit Kirk. J'ai besoin des conseils de mes officiers supérieurs. À la lumière de ce que j'ai entendu sur vous, j'aimerais que vous en deveniez un dans un proche avenir. Ce devait être votre première mission et je comprends votre déception. Mais ce n'est que partie remise. Vous aurez le loisir de vous frotter à l'écologie d'Akala quand l'Enterprise aura fini sa mission sur Vestra. Entre-temps, je pense que Spock et Tchekhov apprécieraient votre aide pour la programmation. C'est un ordre, Maybury. Oui, monsieur, et merci. Rompez. Kirk la regarda partir, l'air déterminé. Une fois seul, il repensa à tous les jeunes officiers pleins d'allant qui avaient servi sous ses ordres. Tchekhov, Soulou, Wara, Rayleigh et tant d'autres encore. Il les avait vus subir l'épreuve du feu. Il avait observé comment l'exubérance des poulains est tempérée par une sagesse chèrement acquise. Il songea à ceux qui étaient morts sous son commandement. Il ne les oublierait jamais. Il revoyait chacune des lettres qu'il avait dû écrire aux familles, cherchant une raison là où il n'en existait pas. Désolé de vous informer du décès de... un officier dévoué qui a consenti l'ultime sacrifice au nom de notre quête commune de connaissance et de paix. Je partage votre douleur, et si je peux vous être d'un quelconque réconfort en cette terrible période. Un frisson glacé le long du dos, Kirk chassa provisoirement ses spectres. Plus il vieillissait, et plus les fantômes gagnaient du terrain. Je ne veux plus jamais écrire semblable lettre, murmura-t-il. Presque sans y penser, il caressait la surface froide de la table, cherchant du réconfort auprès de l'Enterprise, son vaillant et fidèle compagnon. James T. Kirk avait réalisé presque toutes les promesses de sa jeunesse. Si sa vie devait recommencer, il ne changerait rien. Restait pourtant cette zone d'ombre, un sanctuaire qu'il n'avait pas encore le courage d'explorer. Il y avait lu un message en lettres de feu. Foyer. Il est peut-être temps de regagner mon foyer. Peut-être bientôt, mais pas encore. Il avait du pain sur la planche. Il quitta la salle de réunion pour un endroit où il ignorait jusqu'à l'existence du vide, la passerelle de l'Enterprise. J'espère que ce premier épisode vous a intéressé et que vous nous suivrez pour la suite de l'aventure avec le chapitre 2 du règne des profondeurs. Vous pouvez nous suivre sur YouTube ou Instagram, In the Mood for la version française ou In the Mood for la version VF. Très bonne journée et à bientôt. Je ne vous reçois pas, monsieur Tchekhov. Spock à Tchekhov. Je répète, je ne vous reçois plus. Je m'excuse, monsieur Spock. J'étais pris par un travail très sérieux.